La Seconde Guerre mondiale a été abondamment filmée en couleur, essentiellement par des Américains. Les caméras ont suivi le conflit sur les champs de bataille ainsi qu'à l'arrière. Pendant 60 ans, la plupart de ces films ont été oubliés dans des greniers, archivés, voire jetés. Aujourd'hui sauvées et restaurées, les images originales en couleur nous sont enfin présentées. La lente montée de la colère, 1919-1942. Paris, 1919. Ces images n'ont pas été colorisées. Elles comptent parmi les toutes premières images animées en couleur et montrent le défilé de la victoire célébrant la fin de la Première Guerre mondiale. Le conflit a fait 10 millions de morts. Il est censé mettre un point final à toutes les guerres. Le traité de Versailles accable les Allemands vaincus et sème les germes d'un second conflit, plus tragique encore. Berlin, 1936. Les Allemands se tournent vers Hitler et le parti nazi pour restaurer l'orgueil national et surmonter les effets de la grande crise mondiale. En dépit de ses protestations à l'encontre de la politique nazie, l'Amérique fait partie des pays qui envoient leurs athlètes aux Jeux olympiques de Berlin. Sur ses carnets, le journaliste américain William Shirer écrit: Les nazis ont mis des moyens extraordinaires dans l'organisation des Jeux, du jamais vu, et séduit ainsi les athlètes. Les nazis se sont offerts une vitrine pour les visiteurs ordinaires et en particulier pour les hommes d'affaires. L'Allemagne arrive en tête pour les médailles. Mais le noir américain Jesse Owens surprend tout le monde et met Hitler dans l'embarras en remportant 4 médailles d'or, un record. De retour aux États-Unis où règne la ségrégation, Owens est toujours interdit d'accès dans nombre de lieux publics. New York, 1936. Au cours des années 30, l'Amérique est prise dans la tourmente de la grande crise. Et ce, bien que le président Franklin Roosevelt ait promis de mener la guerre contre ce fléau comme nous affronterions un envahisseur étranger. Des millions d'Américains souffrent de la faim et ne survivent que grâce à la charité. De nombreuses familles en appellent personnellement à la femme du président. Chère Madame Roosevelt, je suis une pauvre fille de couleur et j'ai un grand respect pour vous et votre famille. Je sais que vous avez fait beaucoup pour ceux de ma race. Pourriez-vous trouver un travail de gardien ou de concierge pour mon papa? Je suis inspectrice dans les écoles à la campagne. Devant le manque de vêtements et de nourriture, nombreux sont les enfants qui ne peuvent se rendre à l'école. Il n'est pas rare qu'un enfant ne possède qu'une robe ou une chemise. Notre famille est respectable. Jamais aucun d'entre nous n'a eu de problème. Si vous nous accordiez une aide de $35, je pense que nous serions la famille la plus heureuse du monde. Le président Roosevelt. No energy will be spared to make a major attack upon the problem of unemployment. This is a great national crusade, a crusade to destroy enforced idleness, which is an enemy of the human spirit generated by this depression.
1937, Buchberg, Allemagne. La récolte est rentrée et le peuple rend grâce à Adolf Hitler. Journal de William Shirer, le 27 septembre 1937. Hitler déclare dans Mein Kampf un État qui, dans une époque de perversion raciale, se consacre au développement des meilleurs éléments de sa race, doit un jour ou l'autre devenir maître du monde. Hitler prive ses opposants politiques et les Juifs de leurs droits civils, ouvre des camps de concentration, viole le traité de Versailles, reconstruit et arme l'armée allemande. L'éditeur new-yorkais Oswald Garrison Villard écrit « Il n'est pas de jour où je ne rencontre quelqu'un qui, de retour d'Allemagne ou d'Italie, ne me dise à quel point les gens y sont heureux et prospères. Il semble qu'il n'y ait aucun sujet de mécontentement, d'aucune sorte. J'ai du mal à leur répondre poliment. Je pense aux 25 000 hommes et femmes toujours enfermés dans des camps de concentration et souvent horriblement torturés et maltraités. » Un héros de l'Amérique, l'aviateur Charles Lindbergh. Il règne en Allemagne un esprit que je n'ai vu dans aucun autre pays. C'est un peuple qui a de grandes aptitudes et je suis enclin à penser que leur forme de dirigisme est plus intelligente qu'on ne le reconnaît en général. It has now reached the stage where the very foundations of civilization are seriously threatened. En octobre 1937, Roosevelt attaque la politique d'agression de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Il propose de mettre en quarantaine les nations qui favorisent l'épidémie de désordre mondial. L'idée restera en suspens. America hates war. Therefore, America actively engages in the search for peace. En mars 1938, Hitler envoie ses troupes en Autriche et déclare que le pays appartient au Reich. La majeure partie de la population réserve un accueil favorable aux nazis, contrairement aux juifs autrichiens. Moïse Lisiansky écrit de Vienne à son fils à New York. Les magasins juifs sont barrés par des jeunes arborant des uniformes nazis. Les personnes qui passent outre se retrouvent en sortant avec des pancartes autour du cou où l'on peut lire « Si vous achetez chez ce juif, vous n'êtes qu'un porc de son espèce ». Les humiliations auxquelles les juifs sont en butte dans les rues sont trop ignobles pour que je puisse les décrire. Nous espérons qu'il y aura des gens hors de nos frontières pour venir à notre secours. Mais où sont-ils? Où pouvons-nous aller? Vers qui pouvons-nous nous tourner? Californie, 1938. La cavalerie américaine s'entraîne pour la guerre. Les 4 plus hauts gradés de l'armée américaine sont des vétérans de la guerre hispano-américaine de 1898. Le simple soldat est équipé d'un fusil Springfield conçu en 1903. Dès 1918, l'équipement d'artillerie standard avait été déclaré inadapté. Les soldes n'ont pas été augmentés depuis 1920. Les 3/4 des hommes enrôlés n'ont pas fini leur scolarité, et nombreux sont ceux qui n'ont jamais franchi les portes du secondaire. L'importance de l'armée américaine n'atteint pas celle de la Roumanie. Les tentatives pour la renforcer et la moderniser se heurtent à l'opposition de ceux qui craignent de voir se répéter les horreurs de la Première Guerre mondiale. Mais de nouvelles armes sont mises au point. En 1938, la marine voit son budget augmenter de 800 millions de dollars
et Roosevelt se lance dans une expansion massive des forces aériennes du pays. Les populations de la France et de la Grande-Bretagne, traumatisées par les pertes subies lors de la Première Guerre mondiale, tentent désespérément d'éviter un autre conflit européen. En septembre 1938, la Grande-Bretagne et la France cèdent devant Hitler et laissent l'Allemagne s'emparer d'une partie de la Tchécoslovaquie. Dorothy Thompson écrit alors dans le New York Herald Tribune. Avec cela, ce sont les derniers vestiges du droit qui volent en éclats en Europe, les derniers lambeaux du prestige de la Grande-Bretagne ou de la France, le dernier espoir d'obtenir un règlement par la négociation, le compromis par un traité, par la justice ou par n'importe quel moyen hormis la force brutale pure. « 1939. Riverdale, New Jersey. Dans leur camp d'été, les membres de l'Alliance germano-américaine défilent. Leur chef, Fritz Kuhn, un chimiste employé par la Ford, est un adhérent de la première heure du parti nazi en Allemagne. Notre camp est conçu principalement pour être un lieu qui exalte l'esprit de la Nouvelle-Allemagne. C'est ici que nos fils et nos filles seront éduqués. C'est ici qu'ils seront formés et pétris de national-socialisme pour devenir les héros de l'idéal de la race germanique en Amérique. Les 30 000 membres du Bund font de la propagande pour la politique hitlérienne en matière de racisme et d'antisémitisme. Ils comptent des sympathisants en haut lieu, dont l'employeur de Fritz Kuhn. Au début des années 1920, Henry Ford publie 10 millions d'exemplaires de son pamphlet « Le Juif international ». Des passages entiers sont publiés dans des ajouts de l'édition américaine de Mein Kampf. Henry Ford écrit « C'est surprenant, n'est-ce pas, que par quelques bouts que l'on examine les courants d'influence malfaisantes qui traversent notre société, on tombe sur un groupe de juifs. » La 28 millionième voiture sortie de la chaîne de production Ford est le centre d'attraction lors de l'exposition universelle de New York de 1939. L'exposition est tournée vers un avenir de prospérité et d'espoir. Entre champs de foire et salons professionnels, l'exposition joue un rôle de vitrine diplomatique. Our wagon is still hitched to a star of progress for mankind, a star of international goodwill, and above all, a star of peace. 61 nations sont représentées, mais l'Allemagne est absente. Elle a rappelé son ambassadeur aux États-Unis après les critiques soulevées par des émeutes anti-juifs inspirées par les nazis. L'Union soviétique est représentée, même si Roosevelt condamne publiquement la politique communiste et la terreur que fait régner Staline. Et puis, en août 1939, Hitler et Staline font trembler le monde entier en signant un pacte de non-agression. Extrait du journal du 24 août du ministre de la propagande de Hitler, Joseph Goebbels. Hier, annonce d'un pacte de non-agression avec Moscou. Grande sensation dans le monde. Tout l'équilibre des pouvoirs en Europe est ébranlé. Londres et Paris ne peuvent y croire. Voyons comment le monde va réagir à cet écran de fumée. Hitler et Staline ont également convenu secrètement d'envahir la Pologne et de se partager celle-ci. Le 1er septembre 1939, Hitler envoie ses troupes en Pologne. La Grande-Bretagne et la France sont en crise. Elles ont promis de venir en aide à la Pologne en cas d'attaque de l'Allemagne. Elles somment l'Allemagne de se retirer immédiatement de la Pologne. Hitler ignore leur demande. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Now, ladies and gentlemen, the President of the United States. Until 4:30 o'clock this morning, I had hoped against hope that some miracle
would prevent a devastating war in Europe. The peace of all countries everywhere is in danger. Les Polonais se battent courageusement contre les Allemands, mais aucune aide ne leur parvient, ni de la Grande-Bretagne, ni de la France. 2 semaines plus tard, une invasion soviétique par l'Est réduit le pays à l'impuissance. L'Amérique reste neutre. Let no man or woman, thoughtlessly or falsely, talk of America sending its armies to European fields. Grâce notamment à la guerre en Europe, à l'augmentation des dépenses pour la défense et aux ventes d'armes, l'Amérique sort peu à peu de la dépression. Une majorité d'Américains se rangent à la cause alliée. Mais les lois qui régissent la neutralité empêchent Roosevelt d'autoriser des ventes d'armes à la Grande-Bretagne et à la France, maintenant que ces pays sont en guerre. Lorsque Roosevelt tente de modifier la loi, plus d'1 million de lettres de protestation déferlent sur Washington. L'aviateur Charles Lindbergh est le fer de lance de la campagne. The destiny of this country does not call for our involvement in European wars. One need only glance at a map to see where our true frontiers lie. What more could we ask than the Atlantic Ocean on the east and the Pacific on the west? Roosevelt l'emporte. La loi sur la neutralité est révisée. La Grande-Bretagne et la France pourront acheter des armes sous réserve qu'elles paient comptant. Mais le transport des armes vers la Grande-Bretagne dans des navires américains reste prohibé. Huit mois après l'invasion de la Pologne, les troupes de Hitler font route vers l'ouest. Entre avril et mai, le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Belgique et le Luxembourg tombent aux mains des nazis, et les Allemands poursuivent leur avance sur la France. La journaliste américaine Virginia Coles écrit: Essayez d'imaginer un soleil brûlant et en dessous, un flot ininterrompu d'êtres humains qui déferlent vers le sud de Paris, et vous aurez une image de ce qu'est ce gigantesque exode de civils. J'avais déjà vu des réfugiés. Je les avais vus sur les routes d'Espagne et de Tchécoslovaquie, disséminés sur la frontière entre la Pologne et la Roumanie. Mais je n'avais jamais rien vu de tel. Démoralisés par la vitesse de l'avance allemande, de nombreuses unités françaises baissent les bras. Les Allemands repoussent les troupes françaises et britanniques jusqu'à la Manche. Leur situation semble désespérée. Cependant, à Dunkerque, 300 000 soldats sont sauvés par des centaines de petits bateaux et sont conduits en Angleterre. On parle d'un miracle. Bientôt, les Allemands ne sont plus qu'à 30 km de l'Angleterre. La Grande-Bretagne et son empire sont désormais seuls face à Hitler. Mais elle a un nouveau chef, Winston Churchill. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Churchill tente d'impliquer l'Amérique dans la guerre. Dans une lettre privée adressée à Roosevelt, il le supplie de lui accorder 50 vieux destroyers, des centaines d'avions, des munitions et de l'acier. Roosevelt confie à un assistant: si nous envoyons quelques destroyers, ils ne seront pas d'une grande utilité aux Alliés, mais ils risquent de mettre Hitler en colère. Pourtant, Roosevelt les envoie. Cet été-là, l'Europe est en flammes, et le fils de l'ambassadeur américain en Grande-Bretagne transforme sa thèse de Harvard en best-seller.
C'est John Fitzgerald Kennedy. L'Angleterre a commis de nombreuses erreurs. Elle les péchèrent à présent. Il faut étudier les causes de la torpeur de l'Angleterre, tenter d'en tirer profit afin de nous épargner une telle douleur. Nous pensions que ce qui arrive en Europe était sans importance pour nous. Nous commençons à comprendre que finalement, cela nous touche. Halifax, Nouvelle-Écosse. Des convois de navires britanniques et alliés chargés d'armes américaines bravent les sous-marins allemands dans l'Atlantique. Frank Curry, matelot dans la marine royale canadienne. Nous avons pris la mer tôt ce matin pour escorter un convoi. Ce qui nous attend n'est pas très agréable. Humeur assez sombre alors que nous plongeons dans l'Atlantique. Vers où, nous l'ignorons. La mer est forte par ici et notre petit navire est déjà sans dessus-dessous. Tout le monde est malade, moi compris. Quelle misérable vie, pourrie et sans espoir. L'océan Atlantique est dans une telle fureur qu'il semble impossible de continuer à être battu ainsi par les vagues et de rester entier. Sans les convois américains, la Grande-Bretagne se serait effondrée. En offrant à la nation de quoi survivre, ils lui permettent de faire face aux défis qui s'annoncent. La bataille d'Angleterre et les raids de bombardement allemands, le Blitz. Edward Murrow vers les États-Unis. Wandering around the streets of this city in the early hours of the morning is sometimes exciting. There may be fires, gunfire, and bombs. One may see in the light of flares, carefully hidden under canvas, human beings looking like broken, cast-away, dust-covered dolls. There is great courage and a blind belief that Britain will survive. They know the feeling of fear. I've shared it with them. They're slow to anger, and they die with great dignity. They've been warned that the testing days are ahead. Septembre 1940, à Rockland, dans le Maine. L'Amérique réagit à la situation mondiale en mobilisant sa garde nationale et en faisant appel à la conscription pour la première fois de son histoire en temps de paix. Extrait du Rockland Courier-Gazette, mardi 24 septembre. Les soldats du comté de Knox sont partis hier matin sur le front pour défendre la paix. C'est les larmes aux yeux qu'une foule s'est assemblée sur le quai de la gare pour leur dire adieu et leur souhaiter bonne chance. Ils sont plus d'un dans cette vaste assemblée à se remémorer le temps où une foule joyeuse accompagnait le contingent de la Première Guerre mondiale appelé à servir à l'étranger. Les sifflets de la locomotive retentissent au loin. Nos jeunes soldats appartiennent désormais à l'armée. Japon, 1940. Le gouvernement du président Roosevelt est aussi soucieux devant ce qui se passe en Asie que face aux événements européens. La plupart des Japonais considèrent leur empereur comme un dieu. Il règne sur un État dominé par les militaires. Depuis 1937, le Japon mène en Chine une guerre sans merci. Les Japonais se sont emparés de Pékin, de Nankin et de Shanghai, en semant partout la terreur, le viol et la mort. Au début, les conquérants laissent au quartier international à Shanghai son statut de ville libre. Le cinéaste américain Francis Lane a pu filmer ces images. Le Japon reçoit la majeure partie de son pétrole et de son acier des États-Unis. Depuis 3 ans,
Roosevelt menace d'en interrompre la fourniture si le Japon ne se retire pas de la Chine. Après la défaite de la France, le Japon signe un pacte avec l'Allemagne et l'Italie visant à établir un ordre nouveau en Asie et en Europe. Les Japonais envisagent de s'emparer des colonies européennes d'Extrême-Orient pour s'approvisionner eux-mêmes en pétrole. Hawaï, Honolulu en 1940. Un paradis pour les vacances et un territoire américain. De nombreux habitants ne voient pas d'un très bon œil leur paradis pour touristes se transformer lorsque Pearl Harbor devient le siège de la flotte américaine dans le Pacifique. Roosevelt espère que le fait d'avancer sa flotte de plus de 3200 km en direction du Japon découragera les velléités des Japonais. I have said this before, but I shall say it again and again and again. Your boys are not going to be sent into any foreign war. La Grande-Bretagne s'attend à un débarquement allemand depuis près d'un an. Au vu de la loi régissant la neutralité américaine, la Grande-Bretagne doit payer comptant les armements achetés aux États-Unis. Le pays est exsangue. Dans le journal secret de Harold Ickes, ministre de l'Intérieur de Roosevelt. Ainsi que le président l'a dit, nous avons bien profité de la vache à lait britannique. Son rendement financier a été abondant pendant un certain temps. Elle est aujourd'hui presque tarie. Roosevelt réagit en promulguant la loi du prêt-bail. Il fait voter par le Congrès un prêt accordé aux Alliés pour leur permettre d'acheter des armes. Y sont opposés le America First Committee, fort de ses 850 000 membres, le Parti communiste américain, de nombreux républicains et une bonne partie de la presse. La loi de Roosevelt, insiste-t-il, conférera des pouvoirs dictatoriaux au président et risque d'entraîner l'Amérique dans la guerre. Mais la plupart des Américains sont favorables au prêt-bail, et en mars 1941, la loi est votée. La première livraison à la Grande-Bretagne dans le cadre du prêt-bail inclut près de 300 000 mètres de tuyaux à incendie. Pour éviter de mettre en péril des vies américaines et de s'engager dans la guerre, le Congrès continue à interdire aux navires marchands américains de transporter des armes à destination de l'Europe. Mais cela n'arrêtera pas Roosevelt qui brave la loi sur la neutralité et la volonté du Congrès et dépêche la marine américaine pour escorter les convois. Le matelot canadien Frank Curry escorte les convois de l'Atlantique Nord depuis 2 ans. 11 mai. Le convoi W8 a subi une sérieuse attaque par le nord. Ils ont perdu 6 bâtiments la nuit dernière. 13 mai. Devant nous, un important convoi escorté par la marine américaine est violemment assailli par une meute de sous-marins. Nous sommes détachés pour leur porter secours. La présence de navires américains dans les convois est dangereuse. Les marines allemandes et américaines ont pour instruction d'éviter toute bataille navale susceptible de déclencher une guerre. Les navires britanniques et canadiens, eux, affrontent les sous-marins. À la fin mai 1941, 33 sous-marins allemands ont été coulés. Mais les Alliés ont perdu 882 navires. Pour la Grande-Bretagne et Churchill, les nouvelles ne sont pas roses. Le 10 mai, Londres a essuyé le plus meurtrier de tous les bombardements aériens. En une seule nuit, 3000 personnes ont trouvé la mort. Cependant, en juin, la menace d'un débarquement allemand s'évanouit. Les forces de Hitler se tournent vers l'Est et s'apprêtent à détruire l'Union soviétique. C'en est fini du pacte germano-soviétique. L'armée allemande s'enfonce à travers la Pologne orientale, l'Ukraine et pénètre en Russie.
le sénateur du Missouri, Harry Truman. Si l'Allemagne l'emporte, il nous faudra aider la Russie. Et si la Russie a le dessus, il faudra soutenir l'Allemagne pour leur permettre d'en tuer le plus possible. Bien que je ne souhaite pas la victoire d'Hitler en aucun cas. Roosevelt et Churchill pensent que toute forme de résistance à Hitler contribue à assurer leur propre sécurité. Ils promettent à la Russie toute aide possible, même si les militaires américains estiment que l'armée rouge va bientôt s'effondrer. En l'espace d'un an, les Allemands ont tué ou fait prisonnier 4,5 millions de personnes. Les nazis sont à 30 km de Moscou. Mais l'armée rouge tient bon. Fête de l'indépendance, 1941. L'Amérique est encore en paix. Dans la foule, 5000 enfants britanniques évacués vers les États-Unis participent aux réjouissances nationales. John Stromenger, dans l'Ohio, prend soin de 2 petites filles du Hampshire. Elle écrit à leurs parents. Vous devriez voir Sheila et Dina chanter à plein poumon « God bless America » et la bannière étoilée. Les filles vont aller à l'hôpital cette semaine pour se faire opérer des amygdales. Je m'attends à ce que Dina ait une de ces crises toujours un peu surprenantes. John et Grace Matthews écrivent à Madame Stromenger. Votre description de la nervosité de Dina nous a fort surpris. Je me demande s'il s'agit d'une réaction au coup de feu et à tous les bruits liés aux raids aériens qu'elle a vécu avant son départ. L'effet des bombardements sur les jeunes enfants a fait l'objet d'une attention soutenue ici, et on s'est aperçu qu'il manifeste une frayeur extrême devant les choses les plus simples. Cet été-là, la marine américaine effectue régulièrement des patrouilles le long de la ligne de ravitaillement atlantique vers la Grande-Bretagne. En octobre, l'USS Kearney est torpillé au large des côtes de l'Islande. 11 marins sont tués. Les premières victimes américaines de la Seconde Guerre mondiale. America has been attacked. The shooting has started. And history has recorded who fired the first shot. In the long run, however, all that will matter is who fired the last shot. Pourtant, Roosevelt ne demande pas au Congrès de déclarer la guerre, ni à ce moment-là, ni 3 jours plus tard, lorsque les Allemands torpillent le destroyer USS Reuben James, tuant 115 autres Américains. Pendant 11 mois, en 1941, les mauvaises nouvelles provenant de l'Europe et de l'Asie se mêlent aux bonnes, celles qui touchent à l'économie américaine. Here are the headlines. The Senate has been hard at work speeding America's largest tax bill. The second year of war, like the first, was a series of British reverses. Prices during the past month continued to go up. Berlin claims continued gains in the Ukraine. President Roosevelt eliminates export of motor fuel and oil to Japan. We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Aucun film en couleur de l'attaque de Pearl Harbor n'est parvenu jusqu'à nous.
Les dégâts sont filmés par une équipe cinématographique de la marine américaine, dirigée par le réalisateur de Hollywood, John Ford. Monica Conter est infirmière militaire. Je suis arrivée à mon travail en courant. J'étais en retard car nous avions fait la fête la veille. J'ai entendu quelques avions qui volaient très bas. Et je me suis tournée vers des patients qui s'y connaissent en avion et j'ai dit « Mon Dieu, ce sont les Japonais !» Ils se sont mis à rire en disant « Ne soyez pas bêtes, ce sont des manœuvres. » L'enseigne de vaisseau George McCartney Hunter sur le USS West Virginia. Soudain, l'alarme générale retentit, et au même moment, une formidable explosion ébranla le navire. Pearl Harbor offrait un spectacle d'horreur. À l'avant du West Virginia, l'Oklahoma était coulé par la poupe, et l'Arizona n'était plus qu'un amas de ferraille en flammes. Des bombardiers japonais, à haute altitude, volaient en formation parfaite. Ils arrivaient par vagues. Le matelot John Shannon. Les avions passaient juste au-dessus de nous avec leurs mitrailleuses en action. Il n'y avait pas d'erreur possible avec le gros soleil levant peint en rouge sur les ailes et les queues. Et pas d'erreur non plus sur les bombes, les torpilles et les balles des mitrailleuses. Monica Conter. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans notre hôpital. Des corps éventrés, sans bras, sans jambes. Les hangars qui tout autour de nous brûlaient et ce bruit horrible. Puis est venue la seconde vague de l'attaque. Nous sommes tous tombés visage contre terre parmi les blessés dans le hall et nous avons entendu les bombardiers juste au-dessus de nous. Nous n'avions ni casque ni masque à gaz, nous étions totalement désemparés. Les porte-avions de la flotte du Pacifique sont en mer et échappent au massacre. Mais en moins de 2 heures, l'attaque de Pearl Harbor aura fait plus de 2400 victimes et coulé 8 cuirassés. Dix heures plus tard, les bases américaines sont attaquées aux Philippines et 103 avions sont détruits. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Le lendemain, le Congrès approuve la déclaration de guerre contre le Japon à l'unanimité, moins une voix. 3 jours plus tard, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Madame Space de Harlingen, Texas, écrit à son fils sur le USS Shaw à Pearl Harbor. Cher Johnny, où es-tu? J'ai reçu les très jolis cadeaux que tu m'as envoyés de Hawaï pour Noël. Comment se fait-il que nous n'ayons pas eu de nouvelles de toi depuis le 7? Personne n'a eu de tes nouvelles. Madame Space au siège de la marine à Pearl Harbor. Nous savons que vous faites de votre mieux pour localiser Johnny, mais pensez-vous pouvoir vous rendre à l'hôpital là-bas à un moment donné? Pendant les bombardements et les explosions, Johnny a pu tomber sans connaissance ou perdre la tête. Nous vous sommes très reconnaissants de tout ce que vous pourrez faire pour tenter de le retrouver. Cher Monsieur et Madame Space, je désire vous présenter en personne mes condoléances à l'occasion du décès de votre fils, Johnny Herbert Space. Nous espérons que vous trouverez un certain réconfort en sachant qu'il a fait le sacrifice ultime et maintenu les meilleures traditions de la Navy en défendant son pays. Veuillez croire en l'expression de mes meilleurs sentiments, Frank Knox, secrétaire à la Marine, 14 mars 1942. Craignant des retombées néfastes sur l'industrie touristique, les villes côtières américaines, y compris New York, Miami et Atlantic City, refusent d'imposer le couvre-feu. À la lueur des villes, le long de la côte atlantique, les sous-marins coulent 8 navires en moins de 12 heures. Il faut 3 mois pour mettre en place le couvre-feu sur toute la façade atlantique. En attendant, 216 navires seront coulés au prix de quelques 3000 vies.
Les nouveaux postes grassement payés de l'industrie de la défense sont initialement réservés aux Blancs. Les Noirs ne seront employés que comme personnel de nettoyage, déclare la North American Aviation. Cédant sous la menace d'une marche des Noirs américains sur Washington en 1941, Roosevelt édicte une ordonnance exécutive qui fera date, demandant aux employeurs et aux syndicats impliqués dans tout projet financé par le budget de l'État de remplir les postes vacants sans discrimination pour cause de race, de croyance ou de couleur de peau. Une lettre de James Thompson, employé dans une cafétéria, adressée au journal de Pittsburgh. L'Amérique telle que je la connais vaut-elle d'être défendue? L'Amérique sera-t-elle une véritable démocratie après la guerre? Les Américains de couleur auront-ils encore à souffrir les mêmes affronts incessants que par le passé? La lettre déclenche une campagne massive dite W dans la presse afro-américaine. Un V pour la victoire sur le fascisme à l'étranger, l'autre pour la victoire sur le racisme à l'intérieur du pays. The latest news. The Russians have fallen back to unspecified new positions. The Japanese occupation of Indochina is continuing on schedule. There's no indication of the German offensive slowing down. Les nouvelles de la guerre sont presque toutes mauvaises. Hong Kong, la Malaisie, les Indes orientales hollandaises et les Philippines tombent aux mains des Japonais. L'Amérique a besoin de remporter une victoire sur le Japon et s'entraîne à cet effet à Eglin Field en Floride. Sous la direction du lieutenant-colonel James Doolittle, les équipages volontaires se préparent pour un raid audacieux et périlleux. Le lieutenant-colonel Doolittle. L'objectif était de bombarder les centres industriels du Japon. Nous espérions causer des dommages autant matériels que psychologiques. Les équipages s'entraînent à voler sans visibilité ni radio. Le vol dépasse la portée normale des B-25. Des réservoirs supplémentaires sont installés, les soutes à bombes sont modifiées et l'équipement radio est supprimé. Les porte-avions USS Enterprise et Hornet, à la tête d'un détachement spécial de 16 navires, font route sur un objectif situé à 800 km de Tokyo. Neuf jours après Pearl Harbor, un rapport du vaisseau amiral USS Enterprise. Le capitaine George Murray. 17 avril. Le ravitaillement en combustible des gros navires a été réalisé à 1000 milles environ, à l'est de Tokyo. Il était à peine terminé que le vent se mit à souffler en tempête. « 18 avril. Nous avions prévu ce jour d'être à 500 milles de Tokyo. L'USS Enterprise a lancé à l'aube les habituels vols de reconnaissance et les patrouilles de combat. À 0310, le radar a détecté 2 navires de surface ennemis et à 0312, une lumière a été vue. Il ne fait aucun doute que nos navires ont été repérés et ils ont sûrement été signalés. Les 2 bateaux de pêche japonais qui ont repéré la flotte sont coulés. Craignant de voir leur mission compromise, les bombardiers de Doolittle décollent un jour plus tôt et à 300 milles plus loin de Tokyo que prévu. Les 16 B-25 vont au-delà de leur autonomie en carburant. Après le raid, ils devront atterrir en Chine ou s'abîmer en mer. Lieutenant-colonel Doolittle. Les Japonais ne s'étaient absolument pas préparés à notre venue. On a observé peu ou pas de camouflage effectif dans le secteur de Tokyo. Dans presque tous les cas, les principaux objectifs ont été touchés. La majeure partie des équipages s'en sort et retournent à leurs unités, ce qui est remarquable. Mais un avion s'écrase sur la Chine, alors sous occupation japonaise. 3 membres de l'équipage sont exécutés. En représailles pour l'aide apportée aux équipages américains, les Japonais massacrent 250 000 civils chinois. Le succès du raid regonfle le moral des Américains.
Comme les militaires l'avaient prédit, les dommages réels causés par les bombes sont minimes. Quand on demande à Roosevelt d'où les avions ont décollé, il sourit et répond « du pays des merveilles ». Les Japonais pensent que les bombardiers ont décollé de la base américaine de Midway. Ils décident de s'emparer de l'île et de détruire les porte-avions américains dans le Pacifique. Mais cette fois, les Américains savent où et quand les Japonais vont frapper. Ils ont déchiffré les codes de la marine japonaise. La marine, les forces spéciales et l'armée sont prêtes. Le lieutenant George Guy pilote dans la marine américaine. Lorsque nous avons enfin décollé le matin du 4 juin, nous connaissions notre tactique sur le bout des doigts. Nous maîtrisions notre dispositif et savions ce que nous avions à faire. « 108 appareils japonais mènent l'attaque. Le réalisateur John Ford est blessé par des éclats d'obus alors qu'il filme la bataille depuis les emplacements des mitrailleuses. Mais il continue de filmer. Les Japonais perdent notamment 4 porte-avions. Les Américains en perdent un, le USS Yorktown. La plupart des pilotes expérimentés du Japon, et parmi eux, nombre de vétérans de Pearl Harbor, sont touchés. C'est la bataille navale décisive de la guerre du Pacifique. Elle est remportée dans les airs. Le déchiffrage du code et les prouesses des bombardiers de la marine américaine ont décidé de la victoire. À droite, le lieutenant George Guy. Sur le moment, nous avions le sentiment de faire un boulot qui n'avait pas trop d'importance. Depuis, j'ai réalisé combien il en avait et que nous avions infligé pas mal de pertes en atteignant nos objectifs. Après Midway, le Japon ne semble plus invincible. Mais la guerre commence à peine pour les Américains dans le Pacifique. En Europe et en Afrique du Nord, Hitler triomphe toujours. Pour tous les Alliés, remporter la guerre implique des efforts et des sacrifices sans précédent.